Lance Stroll pourrait bien être le dernier pilote de son espèce, celle que l'on appelle plus communément les pilotes payants. Les pilotes payants sont dans l'imaginaire collectif plutôt des mauvais pilotes qui sont en Formule 1 uniquement grâce à leur fortune, privant ainsi un des précieux baquets pour des pilotes que l'on juge généralement un peu plus talentueux. Sauf qu'avec le temps et le changement structurel qui s'opère en Formule 1 depuis maintenant quelques années, les pilotes payants pourraient bien ne plus être sur la grille d'un Grand Prix à l'avenir. À leur place, on retrouverait des jeunes pilotes, talentueux, souvent, si ce n'est exclusivement peut-être, issus d'une académie de jeunes pilotes d'une écurie de Formule 1. Alors dans combien de temps Lance Stroll, qui a un volant à durée indéterminée en Formule 1, quittera la discipline? Est-ce qu'il la quittera un jour? Ça, c'est une vraie bonne question. Bon alors on n'a pas un statut officiel pour définir ce qu'est un pilote payant. C'est généralement un terme plutôt péjoratif pour dire qu'un pilote moyen, voire mauvais, paye sa place sur la grille de Formule 1. C'est un peu comme sur certains jeux où vous augmentez de niveau en payant directement de l'argent au lieu de passer à peu près 800 heures à tout débloquer comme un énorme FP, quoi. Un pilote payant, c'est donc un pilote qui apporte du budget à une écurie. Peu importe d'où vient le chèque, que ce soit de son livret A ou d'un sponsor qui le soutient de longue date, on dit que c'est un pilote payant à partir du moment où, dans les négociations, l'argent apporté par le clan du pilote, on va dire, a fait la différence avec les autres candidats. Alors du coup, on pourrait considérer que tous les pilotes en Formule 1 sont payants d'une manière ou d'une autre. Certains par leur fortune ou leur réseau, comme Lance Stroll du coup, dont le papa est propriétaire de l'écurie. D'autres par leur aura, entre guillemets, comme Carlos Sainz ou Lewis Hamilton. Sainz qui est suivi d'ailleurs par une marque de bière depuis qu'il est rentré en Formule 1, je crois. Et dans le passé d'ailleurs, on a eu des pilotes payants ou fortunés qui se sont retrouvés sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1. C'est le cas du grand Ayrton Senna qui venait d'une famille de riches propriétaires terriens brésiliens. Eh oui, si Senna avait pas eu de pognon, peut-être qu'il aurait pas fait de Formule 1, tout simplement. On a encore eu de la chance. Mais bon, on va s'accorder à dire que oui, dans la plupart des cas, un pilote qui paye une écurie pour avoir un baquet au détriment d'un candidat qui aurait un petit peu plus de potentiel, c'est un pilote qui généralement n'est pas très bon. Alors Lance Stroll fait partie des cas extrêmes des pilotes payants parce que oui, son père lui avait payé un baquet chez Williams pour débuter sa carrière en 2017, mais c'est bien l'un des seuls dont le père a racheté une écurie et une marque automobile carrément entière pour garder le fiston en Formule 1. Cela lui assurant une sorte de CDI en Formule 1, ce qui est absolument du jamais vu, quoi. Depuis début 2016, obtenir un baquet en F1 est devenu juste plus complexe qu'avant. Avant, il suffisait de pas grand chose, genre abattre 300 km en essai au volant d'une F1, et vous aviez grosso modo votre super licence, ça allait assez vite, il suffisait de la demander à la FIA, et puis la FIA généralement la donnait assez facilement. Sauf que ça a été tellement facile au bout d'un moment qu'on a eu un jeune gamin de 17 ans qui a non seulement roulé en essai libre, mais a commencé aussi une saison de Formule 1 avant d'avoir la majorité. Alors personne doutait vraiment du talent du pilote. Mais l'histoire a montré tout de même que le talent ne suffit pas et que c'est qu'avec du temps et donc de l'expérience qu'on sublime son pilotage. Alors oui, Max Verstappen a gagné en 2016, mais on a dû attendre facilement 2019-2020 pour vraiment avoir un pilote plus complet, moins chaotique et dangereux dans ses manœuvres et qui a commencé à vraiment sublimer son talent. Ça y est, il est devenu, c'était plus le diamant brut, ça commençait à être un joli diamant bien poli, quoi. La super licence ne s'obtient qu'avec 40 points FIA de marqués, c'est-à-dire briller dans les catégories juniors si vous préférez, 18 ans, des séances d'essai, bref, pas mal de petites choses qui fait que n'importe quel clampin ne peut plus débarquer en F1. Comme ça, en claquant des doigts, c'est terminé. Alors d'ailleurs, Lance Stroll est arrivé avec cette mesure en vigueur. Il a gagné quand même 3 championnats de sport automobile, dont la F3 Euro Series, qui à l'époque était une véritable référence. Mais on va en reparler. Bon alors depuis 2021, on a vu l'apparition du budget plafonné, et ça change absolument tout. Les équipes limitent leurs dépenses et généralement les sponsors de l'équipe couvrent tout ce qu'il faut pour développer la voiture. Le cash prize de fin d'année en fonction des positions au classement des constructeurs finalement sert de revenu pour combler si nécessaire certaines dépenses, mais globalement les écuries ont commencé ou alors vont commencer d'ici encore 1 ou 2 ans à dégager des bénéfices, ce qui est une première dans l'histoire de la Formule 1. Oui, parce que avant, en fait, c'était une histoire de qui cramait le plus d'oseille pour construire 2 fusées. Et encore, il y en a qui construisaient pas des fusées pour autant avec tout le pognon qu'ils investissaient. Et donc avoir un pilote qui amenait quelques millions d'euros, c'était carrément du pain béni. Un pilote moyen qui paye les factures pour maintenir l'équipe sur les Grands Prix,
c'est mieux qu'un excellent pilote sans pognon dont l'écurie ne peut plus aller courir sur les Grands Prix. Un pilote c'est bien, mais si t'as pas de bagnole et que tu peux pas aller sur les Grands Prix, c'est l'enfer. Alors on est d'accord, c'est souvent pas la bonne réflexion. On n'a que des contre-exemples d'ailleurs. Bianchi est les premiers points de Marussia, Russell chez Williams, Vettel chez Toro Rosso, bref, ça manque pas. Bon alors là-dedans, il faut quand même prendre en compte ce que l'on appelle la trésorerie d'une entreprise. Et jusqu'à quand l'écurie peut continuer d'exister et à cramer du pognon qu'elle a pas forcément. Et ça, c'est en attendant que votre prodige qui, justement, paye pas de pognon, peut marquer des points qui valent justement des millions d'euros, sachant que derrière, tu te fais payer que l'année d'après. Bref, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement d'une entreprise, mais je vais pas aller plus loin, globalement, c'est toujours des questions d'échéance, quoi. Alors, le peloton en F1, aujourd'hui, est probablement l'un des plus compétitifs qu'on ait eu depuis très longtemps. Les pilotes moyens d'hier sont les pilotes un peu mauvais d'aujourd'hui, et c'est terrible pour eux. Mais ça pousse à l'excellence et c'est ça qu'on veut voir en Formule 1. Comme on assure le développement de la voiture et qu'on n'a pas de problème de budget, on veut donc nécessairement la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs, les meilleurs pilotes pour tirer la quintessence de la machine. Du coup, les équipes veulent donc les meilleurs des meilleurs, donc des Russell, des Leclerc, des Norris, des Piastri, des pilotes qui ont pleinement marqué les catégories juniors dont on se souvient encore les exploits quand ils étaient en F2 et en F3. Bon alors comme on veut les meilleurs des meilleurs, désormais tous les grands potentiels vont se retrouver dans une académie. Aujourd'hui, si un pilote est en F2 et qu'il n'a pas d'académie, c'est un peu grillé. Les portes de la F1, ça sera plutôt non, sauf exception. Alors regardez Drugovich, pas d'académie, repêché par Aston Martin fin 2022, début 2023, qui commence à peine à un petit peu penser à investir sur des jeunes pilotes, mais le gars il est champion F2 quoi. Alors il faudrait que James Valls ne conserve pas Logan Sargent et que Mick Schumacher ne serve pas de deal pour les moteurs Mercedes pour que Drugovich soit dans le baquet de la Williams en F1 l'année prochaine. Ce qui fait quand même un bel alignement de planètes. Donc les académies dans les prochaines années vont non seulement prendre de l'ampleur, cela va donner lieu à une bataille entre ces académies pour savoir laquelle pourrait vous aider le mieux à aller en F1, et il y aura toujours un nombre de places limité. Ils peuvent pas prendre 50 pilotes les mecs. Alors c'est déjà déterminant aujourd'hui, du moins c'est un très bel avantage ces académies, mais demain ça sera, je pense, simplement obligatoire pour tenter, et je dis bien juste tenter, de toucher le Graal qu'est la Formule 1. De plus, avoir des pilotes dans une académie, ça donne à l'équipe une monnaie d'échange pour les équipes en catégorie junior, mais aussi pour faire des deals avec d'autres écuries. Un pilote contre une promo sur des moteurs, ou alors je te prête ce pilote parce que comme ça il va faire ses armes chez toi au lieu de les faire chez moi avant que je le récupère, etc. etc. Un pilote, globalement, c'est ce qu'on appelle un actif pour votre écurie, c'est un élément qui vous apporte de la plus-value. Alors oui, ça vous permet d'avoir de la performance en piste quand vous le mettez dans le baquet, mais un pilote, ça a une valeur marchande, ça vous donne un poids politique dans certains cas, pour pouvoir faire du business en Formule 1 et que vous puissiez tirer la couverture vers vous, quoi. Alors à terme, j'espère qu'on verra plus facilement des transferts de pilotes entre le WEC et la F1 par exemple, car en WEC aussi le niveau est déjà bien élevé, et vu tous les constructeurs qui arrivent en hypercar, etc., ça va continuer à prendre et le WEC va devenir extrêmement disputé d'un point de vue pilote, donc attention. Bon, Lance Stroll, c'est champion de F4 Italie, qui est l'une des plus relevées du monde, champion de la Toyota Racing Series, bon, c'est pas spécialement une référence, c'est toujours ça de prix, et puis donc champion de F3 Euro Series sur sa deuxième saison, l'équivalent à l'époque de la FIA F3 d'aujourd'hui, si tu préfères. Alors 30 courses, 14 pôles et 14 victoires en F3 Euro Series sur sa deuxième saison, quand même. Maximilian Günther, George Russell, Antoine Hubert, non, il y avait quand même un petit peu de monde sur ce field en F3 Euro Series. Alors oui, en F4 et en F3, il était chez Prema, qui à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, est de loin l'une des meilleures équipes. Pour peu que le papa paye un petit peu plus Prema pour avoir des voitures qui étaient nickel chrome tous les week-ends avec des pièces toutes neuves tout le temps, ce qui pouvait ne pas être le cas des autres équipes ou des autres pilotes sur la grille, fallait faire quand même le taf, tu vois, mais c'est vrai qu'il était dans les meilleures conditions pour pouvoir aller chercher les championnats. Alors une fois passé en Formule 1, la pensée de beaucoup c'était « mais c'est qui ce gamin encore qui veut faire comme Verstappen ?» Parce que Stroll, il est arrivé à 18 ans tout juste en F1, et même s'il a gagné des championnats, on s'en souvient pas non plus comme ça, quoi. On se souvient pas de passes d'armes mémorables en piste. Alors il a du mal au début, malgré des entraînements au volant d'ancienne F1 et sur des circuits que papa loue pour que le fiston roule et prenne de l'expérience,
mais on note quand même une première ligne en qualif sous la pluie à Monza en 2017. Elle était pas folle la Williams, en 2017 ça commençait déjà à être pas ouf. Alors sinon, une pole position en Turquie en 2020, un podium à Bakou aussi en 2017, les 2 Racing Points sur le podium à Sakir, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, on a eu un Stroll qui, généralement dans des conditions difficiles, arrivait toujours à bien s'en sortir, même on se disait que s'il pleuvait, ça profiterait à Stroll. Mais il faut se rendre à l'évidence, les dernières saisons de 2021 jusqu'à aujourd'hui ne sont tout simplement pas bonnes. Face à Vettel, c'est sans appel, 2021 ou même 2022, Stroll se prend une gentille pilule parce que bon, il marquait pas beaucoup de points les deux, quoi qu'il arrive, puisque la voiture était garée, mais le pire c'est quand même 2023. Alors en 2023, l'Aston Martin est une très bonne voiture, du moins sur la première partie de saison. Alonso enchaîne les podiums, le rythme il est excellent, bref, ils ont tout pour réussir, sauf que Lance Stroll, il est nulle part, il a du mal à s'extraire de la Q2, et même parfois de la Q1. Et ça se voit de plus en plus, surtout sur la deuxième partie de saison. En course, la voiture est capable de remonter, mais Stroll, il n'y arrive pas. Alors attention quand même, il marque des points, mine de rien, mais vu comment le groupe de devant est assez nettement détaché du reste du peloton, à partir de Alpine jusqu'au reste, il se bat pas dans le bon groupe en fait, il se bat avec les Alpines. Alors il ne marque que 21% des points de l'écurie cette année, ce qui est très peu. Aston Martin se bat aux avant-postes, malheureusement avec une seule voiture, et c'est là qu'est tout le problème. Parce que Lawrence Stroll, il n'est pas arrivé dans le paddock de Formule 1 avec son fils en 2017, comme ça en disant « Salut, j'ai du pognon, bonjour ». Stroll, il écume les paddocks depuis la fin des années 90 à peu près, c'est un passionné d'automobile, de sport automobile, donc quand il rachète Force India et a pour projet de monter Aston Martin, c'est pas juste pour y placer son fils en fait. Lawrence Stroll, il veut devenir champion du monde avec Aston Martin, avoir une marque de voiture qui est reconnue et qui lui permet aussi de faire du bon business. Racheter une écurie de Formule 1, c'est pas un caprice de milliardaire, bien au contraire, c'est tout l'inverse. C'est un mec qui veut juste faire un max de pognon et avoir la gloire de gagner un championnat du monde de Formule 1. Si le plan de base c'est de devenir champion du monde de Formule 1, notamment avec son fils, c'est une magnifique histoire à écrire et je suis le premier à admirer ça. Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'écurie est sur le chemin du progrès quand le fils pilote est sur le chemin de la stagnation depuis un peu trop longtemps. 2023, c'est donc une première alerte où l'on ne peut pas contester ou trouver une excuse à Lance Stroll, même en étant gentil. La voiture marche bien, il a 6 saisons d'expérience dans les pattes, il est déjà monté sur le podium, il a réalisé une pole position, il doit se battre devant avec Alonso et pas avec les Alpines. Dans les 2-3 prochaines années, le peloton va continuellement augmenter de niveau jusqu'à ce que Stroll soit finalement le dernier pilote payant. Les écuries et les voitures vont converger vers un peloton de plus en plus serré, où l'erreur qui vous faisait perdre 2 places avant, en 2019 par exemple, va vous en faire perdre 10 d'un coup sec parce que c'est trop serré quoi. Stroll risque de se faire manger par le peloton tout entier à moins d'avoir une voiture équivalente à la Red Bull en 2026 par exemple, qui lui permette de rester à distance des poursuivants, mais probablement bien trop loin de son coéquipier qui sera juste devant en fait. Guan Yu Zhou a re-signé pour 2024, mais l'écurie est en transition vers Audi. À moins d'un coup d'éclat, il finira par être écarté parce que lui aussi c'est plutôt un pilote payant, même s'il a fait partie d'une académie. Sargent a la confiance de James Valves jusqu'à la fin de la saison. Le team principal veut de la stabilité dans l'équipe, on comprend très bien pourquoi. Et Sargent est un pilote qui est finalement moyen, pas vraiment payant puisqu'il faisait partie de l'académie Williams, mais peut-être qu'il n'est pas assez bon. Pour Stroll, avec le niveau actuel, où pour l'instant seuls les spectateurs gueulent vraiment, puisque dans les médias on fait un petit peu le dos rond, j'ai l'impression, sur le cas de Lance Stroll, il va arriver un moment où les performances du fils vont se refléter sur le sérieux du projet et l'ambition de l'équipe à aller chercher le titre, à moins d'avoir des progrès considérables. On a vu cette année ce que Stroll valait avec une voiture relativement compétitive, et ça n'a pas fonctionné. C'est donc une question de temps, mais aujourd'hui, on ne peut plus trouver d'arguments pour défendre Lance Stroll. Ce n'est pas un mauvais pilote, je pense que c'est plutôt un pilote correct, mais il est juste plus assez bon pour la Formule 1.